Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le dernier cours en géologie générale. Ce cours vidéo sera sur la tectonique ou la déformation des roches de l'écorce terrestre. D'abord, on va définir cette discipline de la géologie. La tectonique, c'est une branche très importante en géologie. Elle étudie les déformations des différentes roches constituant l'écorce terrestre, mais ces déformations des roches, c'est-à-dire après leur formation. On va étudier la déformation des roches après leur formation. Il existe deux types de déformations. Il y a des déformations cassantes qui se traduisent par des failles et on a des déformations ductiles ou dites aussi souples qui s'expriment par les plis. Maintenant, on va aborder chaque déformation et expliquer chaque type de déformation, dans quel cas c'est-à-dire on aura des déformations cassantes et dans quel cas on aura des déformations ductiles. Maintenant, on va commencer par la tectonique cassante, c'est qui est traduite par les failles. Donc, les roches qui ont un comportement fragile, donc les roches qui ont un comportement fragile, elles ont tendance à se casser lorsqu'elles sont soumises à des contraintes importantes. Et c'est-à-dire, elles se cassent et elles nous donnent naissance à ce qu'on appelle des failles. C'est quoi une faille? Une faille, elle est définie comme un accident qui sépare deux compartiments, donc deux compartiments de la même couche. Et ces cassures ou ces fracturations de terrain sont toujours accompagnées par des déplacements. Donc, nous avons ici la faille et elle est toujours traduite par un déplacement des deux compartiments, un qui monte et l'autre qui descend. Donc, au début, c'était une même couche dans l'état initial, l'état sans déformation. Donc, la couche, cette partie de la couche était ici. Et quand il y a eu des forces ou des contraintes tectoniques, les couches ou les roches qui ont un comportement cassant, c'est-à-dire à un moment donné, elles ne peuvent plus supporter les contraintes tectoniques et elles se cassent. Cette cassure ou cette fracturation qu'on appelle la faille, elle est accompagnée par le déplacement des deux compartiments qui étaient au début dans le même, c'est-à-dire appartiennent à la même couche géologique. La faille, elle est caractérisée par plusieurs éléments. On a le plan de la faille, on appelle aussi le miroir de la faille. Donc, c'est cette surface le long de laquelle se fait le déplacement des deux compartiments et elle contient ce qu'on appelle des stries. Ces stries, ce sont des traces du déplacement ou du frottement entre les deux compartiments parce que ce compartiment, il était au début ici. Donc, ce point était là et c'était une seule couche. Lorsqu'il y a eu la fracturation ou la faille, ce compartiment, il a descendu. Donc, lors de son déplacement vers le bas, il y avait des fortes de ce qu'on appelle des frottements. Et ces traces de déplacement, on les appelle des stries, qui apparaissent le long du plan ou du miroir de la faille. On appelle le toit le compartiment qui se trouve au-dessus du plan de la faille, donc ça c'est le toit, il se trouve au-dessus du plan de la faille, tandis que le mur se trouve sous le plan de la faille. Donc nous avons le plan de la faille, le compartiment qui se trouve au-dessus, on l'appelle le toit, et celui qui se trouve en dessous, on l'appelle le mur. Nous avons ici aussi le rejet, c'est-à-dire la distance qui sépare deux points qui étaient au début collés l'un à l'autre, c'est-à-dire qui appartenaient à la même couche. Donc, nous avons ici, on peut définir
c'est-à-dire deux points, pardon, on peut définir deux rejets. On a le rejet vertical, c'est-à-dire ici le point, ce point était collé ici. Et quand il y a eu la fracture, donc il y avait un déplacement vertical. Donc c'est-à-dire ce compartiment, il a subi un déplacement vertical. Donc là, nous avons un rejet vertical. Donc ce déplacement, on l'appelle le rejet vertical. Et on peut définir aussi un rejet horizontal, c'est-à-dire le déplacement de ce compartiment par rapport à celui-là, mais horizontalement. Suivant le type des mouvements, on définit trois types de failles. Donc, on a les failles normales ou extensives, on a les failles inverses et on a les failles de décrochement ou les failles coulissantes. Maintenant, on va aborder chaque type à part. On va commencer par le premier type, c'est les failles normales. Donc, les failles normales, ce sont des failles qui résultent d'une distension, c'est-à-dire un mouvement distensif, une distension bien sûr horizontale, et dans ce cas-là, le toit, il est affaissé par rapport au mur, c'est-à-dire le toit descend et le mur, il remonte. Donc là, on appelle ce type de faille normale. Donc, nous avons, voilà, donc le mouvement distensif. C'est pour ça qu'on appelle des failles extensives ou des failles normales. Donc, le toit, il est toujours descend et le mur remonte. Deuxième type, c'est les failles inverses. Les failles inverses, c'est-à-dire, c'est les résultats des forces tectoniques de compression. Donc, ici, c'est le contraire, c'est des forces compressives. Et dans ce cas-là, on a le toit, il remonte par rapport au mur, c'est-à-dire c'est le toit qui remonte et le mur qui descend. Troisième type, c'est les failles coulissantes ou de décrochement. Donc, ce sont des failles qui résultent d'un mouvement de coulissage ou de décrochement de terrain. Et dans ce cas-là, dans ce type de faille, le plan de la faille, comme vous le voyez ici, il est presque vertical. Et on a uniquement le rejet horizontal, c'est-à-dire il n'y a pas un déplacement vertical, on a uniquement un rejet horizontal, c'est-à-dire un déplacement horizontal des deux compartiments. Donc ici on peut définir deux mouvements. Un mouvement dextre, c'est-à-dire là on met un objet sur un des deux compartiments et on observe le jeu de la faille, c'est-à-dire lorsque le déplacement de compartiment en face, ou le plan de la faille aussi, il est vers la droite, on appelle le mouvement dextre. Quand on met un objet ici, toujours, et on observe le jeu de la faille, lorsque le compartiment en face se déplace vers la gauche, on appelle ce mouvement sénestre. Lorsque les roches se déforment de manière continue ou ductile, on appelle ça la tectonique souple ou la tectonique ductile. Et ceci se traduit par des plis et ça concerne beaucoup plus les roches qui ont un comportement plastique, c'est-à-dire lors des contraintes tectoniques qui sont appliquées sur les différentes couches géologiques. Donc la roche ne se casse pas, mais elle se déforme par un autre type de déformation qu'on appelle le plissement. Le plissement et qui donne naissance à des plis. C'est quoi un pli? Ce sont des ondulations, des couches auxquelles on donne le nom de l'anticlinal au pli en forme de bosse, c'est-à-dire la partie qui est en bosse, on l'appelle anticlinal, et le synclinal, c'est le pli en forme de creux. Donc nous avons l'anticlinal qui est en bosse et le synclinal qui est en creux. Donc, nous avons ici, dans l'état initial, les couches étaient horizontales. Et nous avons dit que dans les cours précédents, que les roches ou les dépôts sédimentaires se déposent de façon horizontale dans les bassins sédimentaires. Et quand on trouve dans la nature des couches horizontales, cela veut dire que la couche n'a pas subi de déformation tectonique. Maintenant, dans le cas où il y a des contraintes tectoniques, elle va se déformer, soit elle se casse dans le cas où elle a un comportement cassant, c'est-à-dire elle ne peut pas résister aux déformations, elle se casse et elle ne donne naissance à ce qu'on appelle les failles, ou elle
elle se déforme par un autre type, c'est les plissements, ou c'est ce qu'on appelle la tectonique souple. Donc, nous avons soit un anticlinal, c'est-à-dire un pli qui est convexe vers le haut, nous avons ici une convexité, ou bien un synclinal, c'est-à-dire nous avons une concavité vers le haut. Donc je répète, donc la couche était à l'état initial, l'état de repos, l'état naturel était horizontal. Après, il y a des forces tectoniques ou des contraintes tectoniques. Lorsqu'elle est soumise à des contraintes tectoniques, elle va se déformer. Donc, nous avons dit que dans le cas où la roche présente un comportement ductile ou plastique, elle va se plisser. Et on a soit un anticlinal, ça veut dire une convexité vers le haut, ou un synclinal, ça veut dire une concavité vers le haut. Donc, nous avons vu aussi le cours précédent sur la stratigraphie que le principe de superposition disait que les couches se trouvent superposées de haut vers le bas. On va des terrains les plus récents vers les plus anciens, c'est-à-dire toujours la couche la plus récente se trouve en bas. Donc nous avons vu ça le cours passé. Donc, la couche la plus ancienne ici qui est en rouge et les autres couches jaunes, foncées et claires, c'est des couches récentes. Maintenant, dans un anticlinal, le cœur de l'anticlinal, il est marqué par les couches les plus anciennes. Et le cœur du synclinal, il est marqué par les couches les plus récentes. Donc, nous avons l'état tabulaire des couches, c'est-à-dire des strates. Les couches se trouvent dans l'état initial en position horizontale, dans les bassins sédimentaires, quand elles sont, lorsqu'elles subissent des contraintes tectoniques et elle a un comportement plastique ou ductile, donc elle va se déformer de façon plastique et elle va se plisser. Donc, les couches les plus anciennes se trouvent dans le cœur de l'anticlinal et les couches les plus récentes se trouvent dans le cœur du synclinal. Un pli est constitué par les éléments suivants. Nous avons la charnière, qui est la zone de courbure maximale du pli. Donc ça, c'est la charnière. On a les flancs. Les flancs, ce sont les parties qui sont situées entre les charnières. Nous avons la crête du pli, c'est le point le plus élevé du pli, qui se trouve au sommet du pli. Nous avons l'axe du pli. C'est la ligne qui passe par, le milieu de la charnière. Et nous avons le plan axial qui est un plan imaginaire, donc, et qui passe par l'axe du pli et qui divise le pli en deux parties. Donc nous avons ici, c'est-à-dire on le divise en deux parties, symétriques bien sûr. Donc, on a ici un pli complet formé d'un anticlinal et d'un synclinal. En fonction de l'inclinaison des flancs et du plan axial, on peut définir plusieurs types de plis. Je cite 4 types qui sont le pli droit. Dans ce cas-là, le plan axial il est pratiquement vertical et les deux flancs présentent un pondage et des pondages égaux, mais qui sont dans des sens opposés, c'est-à-dire un dans ce sens et l'autre dans ce sens. Deuxième type, c'est les plis couchés. Dans ce cas-là, le plan axial il est presque horizontal, même les flancs sont pratiquement horizontaux. Troisième type, c'est le pli des jetés. Donc ici, on a un plan axial qui est incliné et le pondage des couches se fait dans des sens différents. Et enfin, le pli diversé. Donc toujours le plan axial, il est incliné, mais l'inclinaison, elle est beaucoup plus prononcée. Et le pondage de couches ici se fait pratiquement dans les mêmes sens. Maintenant, je termine mon dernier cours du programme de géologie générale. Donc, j'espère que tous les cours étaient bien expliqués et j'espère que vous avez bien compris. Toujours,
posez vos questions, n'hésitez pas à les poser et à les envoyer par mail. J'attends toujours vos questions. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation et merci.